J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je vais continuer avec la deuxième partie de l'émission sur les cryptos d'une manière générale. Je vais parler d'Oyabun, de la régulation et de la fiscalité. Et je vais même un petit peu parler de Christine Lagarde. Et puis on parlera aussi, on se posera la question de ce qui va se passer avec les ETF. J'avoue, j'ai des interrogations. Est-ce que ce sera un sell the news ou est-ce que ce sera l'arrivée de beaucoup de liquidités, beaucoup d'argent sur le marché crypto? Je ne sais pas. Je débute avec Oyabun. Alors ça, c'est un projet d'un play to earn que je suis déjà depuis un petit moment, depuis un bon petit moment même. J'ai des NFT et en ayant des NFT, j'ai accès à la bêta privée. Pour l'instant, c'est pas public. Mais du coup, je m'intéresse à ce projet depuis un petit moment et puis de temps en temps, je like leurs tweets et ils ont remarqué que je suivais le projet et ils m'ont donc proposé l'été dernier de m'envoyer leur jeu de société, Oyabun First Blood, et du coup, j'ai pu tester. J'ai accepté, j'ai trouvé le jeu sympa. D'ailleurs, je vais vous mettre des images sur le côté là, ici, parce que j'ai filmé, j'ai joué avec des potes qui ont d'ailleurs l'habitude souvent de jouer à des jeux de société. Moi, j'ai un peu moins l'habitude et j'ai voulu tester le jeu avec eux. Et le jeu a été apprécié, notamment par un pote qui ne s'intéresse pas du tout aux cryptos, même il trouve même peut-être ça un peu ridicule, je dirais même les NFT et tout ça. Et malgré ça, il a bien apprécié le jeu, parce que c'est un jeu de société, et en soi, ça concerne pas directement les cryptos. Puisque mon pote qui s'intéresse même pas aux cryptos, mais qui aime bien les jeux de société, il a apprécié ce jeu de société, et il s'y connaît mieux que moi, et puis même mes potes ont apprécié, ils ont tous apprécié le jeu, on a fait plusieurs parties. Moi, je m'y connais pas forcément très bien sur les jeux de société, je n'y joue pas beaucoup, mais je me base sur l'évaluation de mes potes, et le jeu est plutôt bon du coup. Moi, mon avis personnel, c'est que le jeu est assez vivant. Quand on joue, on a la sensation un peu du combat, et on sait jamais vraiment ce qui va se passer, c'est assez imprévisible, donc le jeu est sympa. Et si je vous en parle, c'est parce qu'ils vont faire une vente le 13 décembre, une vente de ce jeu de société. Et ils m'ont demandé si je pouvais en parler. Donc, du coup, j'en parle, parce que j'ai évalué que le jeu de société était bon. Et pour être tout à fait transparent avec vous, je vous mettrai un lien dans la vidéo sur YouTube, un lien dans la description, pour avoir 10% de réduction, parce que ça coûte quand même 89 €, c'est assez cher, mais je vais vous expliquer, il y a un truc sympa dedans, on a un NFT, et pour être transparent, je devrais avoir 5% sur les ventes des gens qui passent par mon lien. Bon, je compte pas spécialement dessus, même si j'avais pas les 5%, j'en aurais parlé en fait. Mais je vous le précise, et bien que ce soit un jeu de société et que ce soit pas de la crypto en soi, il n'y a pas de conseil en investissement. Par contre, il y a un NFT dans la boîte. Il y a un NFT gratuit, ou alors on peut se dire que vous achetez le NFT et alors vous avez le jeu de société gratuit, ça dépend comment on regarde ça. Dedans, le NFT que vous avez avec le jeu, soit c'est un Cyber Yakuza, soit c'est un avatar. Et en fait, si vous regardez le prix des floor price pour ce deux types de NFT, le floor price est à peu près 100 $. Également pour les avatars. Et puis ensuite, en fonction de la spécificité, de la rareté du NFT, ça peut être encore plus cher. Là, par exemple, pour un NFT épique, un avatar épique, le floor price est à 0,7 ETH. C'est pour ça que je disais, finalement, bon, vous faites ce que vous voulez, mais si vous aimez les jeux de société, je trouve que ça peut être intéressant. Vous pouvez même revendre, si vous le souhaitez, derrière le NFT, plus ou moins à 100 $, et puis derrière, vous avez le jeu de société gratuit. Voilà. Et bien sûr, je précise, vous faites ce que vous voulez. Et si vous avez le NFT, vous pourrez avoir accès à la bêta privée du jeu, en tout cas. Maintenant, je vais parler un petit peu de la réglementation, de la fiscalité, de toutes ces avancées, ces nouvelles lois, ces MiCA, etc., etc., des règlements. On assiste un petit peu à une normalisation de la crypto. Quelque part, sur le coup, on peut prendre ça avec méfiance, être réticent, mais quelque part, ça nous amène sûrement aussi vers quelque chose de positif. C'est aussi un bon signe pour le marché des cryptos. Et je m'explique. Ces derniers temps, on parle du stacking. On devra déclarer nos revenus de stacking, ça risque d'être un enfer, d'autant plus que on vend pas forcément les crypto-monnaies, mais on devra quand même être redevable vis-à-vis des impôts, même sans avoir vendu nos cryptos. Et le texte, pour l'instant, il n'y a même pas d'amendement dessus, donc il n'y a pas de correction du texte. Ça risque de passer tel quel pour l'instant. Donc bon, c'est assez chaud et ça risque d'être extrêmement compliqué à régler tout ça avec les impôts. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Toujours pour la régulation, on a appris que même les wallets privés devront être identifiés par les PSAN. Et c'est l'autorité bancaire européenne qui a publié cette proposition.
Donc ça veut dire même votre clé Ledger en fait. Vous ne pourrez pas rester anonyme si ça se passe comme ça. Et puis également, les transactions crypto vont être tracées à l'international à cause d'une nouvelle norme fiscale dénommée CARF ou CARF. Et ça devrait concerner 47 pays, dont la France, qui ont signé un accord sur la fiscalité des crypto-monnaies. Et finalement, là encore, ça fait qu'il va y avoir une communication entre tous ces pays pour savoir ce que font les contribuables de tous ces pays. Et avec une obligation pour les plateformes de communiquer les informations sur les utilisateurs aux autorités compétentes, comme le nom, le prénom, l'adresse, le numéro fiscal, la date de naissance. Et comme l'a dit Asher, même si ça rentre en vigueur qu'en 2027, ça démontre que les différentes administrations fiscales de tous ces pays, elles sont en train de s'activer concernant les crypto-monnaies. Et en fait, je pense que c'est sûrement aussi parce que les crypto-monnaies sont en voie d'adoption. Les États, en gros, sont en train de donner le feu vert et ils vont vouloir taxer les gros profits à venir. Parce qu'en fait, si le go est donné, s'il y a le feu vert, s'il y a les approbations d'ETF et tout ça, il y a de l'argent qui risque de rentrer, ça risque de faire beaucoup de profits. Et avec toutes ces réglementations, cette traçabilité, ils veulent que rien ne leur échappe au niveau des impôts. Voilà. Donc quelque part, on peut dire que c'est bon signe. En tout cas, ce serait plutôt le signe que les cryptos ne vont pas être interdites. Sinon, ils ne se feraient pas chier à faire tout ça. Quelques infos sur la supply de Bitcoin. La supply active est à son point bas depuis 10 ans quand même, c'est assez exceptionnel, on voit ça sur le graphique, il y a plein de bitcoins qui ne bougent pas du tout, qui restent sur le wallet, sur l'adresse, sans aucun mouvement. Et là ce serait 30% de la supply totale de bitcoin qui est active. Et d'après des analyses de Glassnode, c'est 76% des bitcoins qui sont actuellement détenus à long terme, donc qui ne bougent pas sur les wallets. Ça fait aussi qu'au moindre mouvement des volumes un peu plus importants, ça fait vachement bouger le prix, ça entraîne beaucoup plus de volatilité, puisqu'il y a moins de liquidité. La supply, c'est l'offre totale. Et toujours d'après Glassnode, je sais pas sur quoi ils se basent, je sais pas comment ils peuvent pas deviner ça, mais bon, d'après leur évaluation, 70,5 milliards, parce que ça compte les virgules quand on est à ce niveau-là, 70,5 milliards de dollars de flux entrants devraient se déverser sur le Bitcoin et donc sur le marché crypto avec une validation des ETF Bitcoin Spot. Ça me paraît énorme, totalement disproportionné. Alors je sais pas sur combien de temps, hein, mais bon, ça me paraît vraiment énorme. Et je vous ai demandé dans un petit sondage que j'ai fait tout à l'heure, est-ce que vous pensez que la validation des ETF Bitcoin Spot, ça va être un buy the rumor, sell the news? Autrement dit, on en parle depuis longtemps, le fait d'en parler, ça entraîne un petit peu de hype, de l'achat, les gens se disent ça va monter quand ce sera validé, et puis finalement le jour où c'est approuvé, les gens vendent et le prix baisse. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Ou alors, comme le suggère Glassnode, et puis d'autres encore des fonds d'investissement, il y en a pas mal qui disent ce genre de choses, et ça peut aussi sembler logique, est-ce qu'il va y avoir un afflux massif de liquidités sur le marché crypto, avec de nouveaux entrants, avec de l'argent frais? Je vous avoue, je sais pas trop, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question dans un sondage, pour essayer moi-même de m'éclairer. Vous êtes légèrement plus à penser que ce sera un afflux de liquidités, mais peut-être que ça peut être les deux, hein. Peut-être que dès que ce sera validé, peut-être que ça va pump le jour même, et puis derrière ça va corriger fort, ou peut-être que ça va même pas pump, ça va juste corriger, et puis peut-être que quelques semaines, quelques mois après, là les liquidités vont vraiment arriver, et ce sera peut-être pas du jour au lendemain. C'est très difficile de trancher aujourd'hui, je ne sais pas du tout. En même temps, c'est quelque chose de jamais vu sur le marché crypto, donc peut-être que c'est assez dur de savoir ce qui va se passer. Alors effectivement, ils sont peut-être déjà in, mais dans quelle mesure? Parce que ils peuvent pas être complètement in avec de l'incertitude sans être sûr que les ETF vont être validés. Sinon ils achètent juste du Bitcoin et après ils font quoi? Parce qu'en fait s'ils doivent acheter du Bitcoin aujourd'hui, ces fonds d'investissement, ils ont déjà commencé, c'est sûr, même depuis plusieurs années, c'est pour avoir une certaine réserve pour le jour de l'approbation, pouvoir le proposer à leurs clients. Sinon ils en ont pas et ils devraient acheter tout d'un coup, et s'ils achètent tout d'un coup à l'approbation, c'est là où ça ferait pump de ouf, parce qu'ils devraient acheter d'un coup. Alors que là, sûrement depuis des mois et des années même, ils ont pu en acheter probablement, même s'ils l'ont pas dit. BlackRock, on sait qu'ils en ont, mais ils ont probablement acheté comme ça, tranquillement, sans faire pump, et juste pour se constituer des petites réserves, quoi. Ou des grosses réserves. Moi, je sais pas, je suis preneur de vos avis, mais bon, de toute façon, je pense que personne ne sait vraiment, ou alors si, eux, ils savent. Eux, peut-être qu'ils savent. Eux, ils savent ce qu'ils ont fait.
ou ce qu'ils prévoient de faire. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a tout un tas d'acteurs, alors ça va être des entreprises ou des particuliers assez fortunés, on va dire, donc quand même un certain niveau de vie. Eux, ils achètent pas pour l'instant, ils ont pas acheté jusqu'ici. Et eux, ils attendent une approbation pour pouvoir aller sur le marché des cryptos, sur le Bitcoin. Et dans ce sens, ça peut faire un nouvel afflux de liquidité. Mais de l'autre côté, ce qui pourrait provoquer peut-être le buy the rumor and sell the news, c'est le fait justement d'avoir déjà acheté pour tous ces fonds d'investissement depuis des mois et des années, d'avoir constitué des réserves, et puis le jour de l'approbation, ils vont peut-être profiter d'une euphorie du grand public pour peut-être vendre, et puis voilà. Mais c'est sûrement pas pour tout vendre, je pense. Hein, c'est peut-être du court terme dans ces cas-là. Donc finalement, hein, je fais de l'analyse en direct. Je pense que s'il doit y avoir un sell the news, ça pourra pas être permanent. Hein. Ce sera peut-être quelque chose de court terme. Et d'une manière générale, sur le long terme, et là je parle de mois et des années, ça devrait être bullish et être un afflux de liquidité. S'il faut trancher, c'est ce que je dirais. En tout cas, la banque Standard Chartered, elle a aussi son avis un petit peu sur la question, en quelque sorte, sur les ETF, et elle pense que la validation arrivera probablement plus tôt que prévu. Et il voit même le Bitcoin à 100K d'ici fin 2024. Alors, avec un petit peu de nuance, quand ils disent plus tôt que prévu, en fait, c'est la première moitié de l'année 2024. Donc finalement, c'est ce à quoi on s'attend, peut-être en janvier, au plus tard en mars. Nous pensons qu'un certain nombre d'ETF au comptant seront désormais approuvés au premier trimestre 2024 pour BTC et ETH, ouvrant la voie à l'investissement institutionnel. Mais du coup, peut-être là l'info, c'est que... Enfin leur prévision à eux, c'est qu'il y aura aussi Ethereum qui sera validé dans la foulée à peu près dans le même temps que Bitcoin. Et donc ils s'attendent à Bitcoin à 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Eh bien, c'est pas impossible, franchement. Et je dirais que c'est pas impossible. On verra ça. Dans un an. Rendez-vous dans un an. Sinon, une bonne nouvelle, hein, on va dire, parce que c'est plutôt une nouvelle positive pour les marchés à risque. C'est l'inflation qui devrait retourner à 2% pour la mi-2025, d'après des projections de la Banque Centrale Européenne et des économistes. Alors Christine Lagarde, elle prévient quand même, il reste du chemin, on n'y est pas encore. Mais dans ces cas-là, ça laisse entrevoir aussi une baisse des taux, ça semble se confirmer, on verra ça en 2024 aussi. C'est le genre de choses qui pourrait aider pour avoir un Bitcoin à 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Hein. Et toujours avec, concernant Christine Lagarde, vous avez probablement vu passer ça, l'histoire du fils de Christine qui a perdu 60% de ses investissements crypto. Alors Christine, elle l'avait prévenu, hein. Tu vas perdre tout ton argent, c'est virtuel, c'est de la merde les cryptos, et son fils n'a pas écouté ses conseils. Et voilà, du coup, il a perdu son argent. Mais même si Christine dit qu'il a perdu presque tout son argent, bon, alors déjà, 60% c'est pas non plus tout son argent, mais même si c'est beaucoup d'argent, peut-être que le fils de Christine, il va revenir d'ici 2 ans et lui dire « Tiens maman, finalement, je suis en positif, maintenant qu'est-ce que tu racontes au sujet des cryptos ?» Peut-être qu'il nous regarde. Apparemment, il a investi sur de l'EGLD, on me dit dans le chat. Bon, s'il est là, tu peux nous le dire. Mais il y a Helmut Banner qui a fait un petit tweet rigolo avec une photo de famille de Christine Lagarde en nous demandant, à notre avis, c'est lequel le fils de Christine Lagarde? Et moi je me suis dit, là ils ont tous l'air un petit peu souriants sur cette photo, sauf un qui a l'air un petit peu différent. Alors si je devais miser sur un, je pense que ce serait lui, parce qu'il a pas l'air heureux d'être là, et peut-être qu'il préférerait être sur YouTube en train de regarder mes vidéos, des vidéos sur Elon Musk, des vidéos sur Multiversix. Bon, peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que c'est un crypto bro, hein, peut-être qu'il a déjà vu une de mes vidéos, et si tu nous regardes, si tu fais partie de ma communauté, sache qu'on ne t'en veut pas, on n'a rien non plus contre ta mère, c'est juste que l'euro qui ne vaut pas grand chose, ça nous plaît pas trop, voilà. Et continue de t'intéresser aux cryptos. N'écoute pas trop ta mère. Mais il y a d'autres gens qui écoutent Christine Lagarde et qui sont plutôt d'accord avec elle. Et ça donne des discussions dignes de la machine à café. Vous savez, avec les collègues qui sont pas du tout dans les cryptos, pour eux c'est virtuel, c'est de la merde, comme pour Christine. Puis même, ils se foutent de la gueule des cryptos. Et si vous avez eu le malheur de parler de crypto un jour, en laissant entendre que vous avez investi, ils ont dû bien se foutre de votre gueule pendant tout le bear market. Mais c'est les mêmes qui vont se repointer sur le top du bull run et peut-être qu'ils vont vous demander des conseils. Bon, en tout cas, ça donne des discussions de machine à café. Et c'est censé être des journalistes. Et c'est du piètre journalisme. Alors, je vais vous passer quelques extraits quand même. On va regarder la séquence, qui est assez affligeante. Christine Lagarde, vendredi, parlait devant des étudiants et elle a fait cette révélation choc que son fils avait perdu presque tout son argent en investissant dans des crypto-monnaies. Pourtant, sa maman lui avait dit
de ne pas investir dans les crypto-monnaies. Elle a dit « Il m'a royalement ignoré, ce qui est son droit ». Alors on rappelle ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique qui repose sur Rien. Sur rien. Ouais, c'est ça. C'est de la spéculation pure. Alors pourquoi ça fascine? Ça fascine parce que ça peut valoir 0,1 mais passer à 1, à 10. Ça peut passer de 0 à 10 fois 6 fois 100. C'est notamment très manipulé sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des crypto-influenceurs. Ce sont des influenceurs. Alors, et sauf qu'ils sont très suivis, ces crypto-influenceurs, par type le fils de Christine Lagarde. Et alors, vous voyez, par exemple, il y en a un là, Crypto to the Moon. Donc lui, il va vous donner les cryptos qui vont Jusqu'à la lune. elles vont aller jusqu'à la lune tellement elles vont valoir beaucoup. Quand on parle de crypto-monnaie, il faut mettre un S parce qu'il y en a plein. On est complètement paumé. Elles sont toutes à jeter, elles sont toutes à mettre sur le même plan ou Alors pas? c'est vrai qu'hier j'ai tapé crypto-monnaie sur Google. Vous avez les 10 meilleures crypto-monnaies pour investir en 2023, 7 nouvelles crypto-monnaies à découvrir qui sont prometteuses. Regardez les noms. Polkadot, Multiverse, il y en a une qui s'appelle Fantôme. Fantôme, faut pas y aller. Hein. Alors, alors ça m'a intrigué, Fantôme. J'ai regardé, puisque c'est prometteuse. Regardez la gueule de Fantôme. Donc, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, comme il dit. Bon, en même temps, si on regardait le prix de l'action Amazon ou Netflix l'année dernière, c'était aussi du grand n'importe quoi, hein. Des chutes énormes. Et puis, ils se basent quand même sur le nom des cryptos pour juger la valeur d'un projet. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Ça vole ras des pâquerettes. Par contre, on a vu, il y a Multiversix qui est apparu à l'écran, les 7 nouvelles crypto-monnaies prometteuses à découvrir en 2023. Eh ben merci France Télévisions, hein. Ça fait quand même toujours une pub pour Multiversix. Bon après, qui regarde cette émission? Il me semble que c'était les matins. Je crois que c'est des vieux, hein. De toute façon, enfin voilà. Je crois pas que ce soit les gens qui vont acheter le plus de crypto-monnaies de toute façon. Et à la limite, ça va peut-être en intriguer certains, hein. Bon, je pense pas que ça puisse être plus négatif que ça, hein. Dans le pire des cas, il s'adresse à un public qui n'est pas la cible. Et puis bon, ça vole pas haut, mais... Bon, c'est des journalistes quand même, mais bon. Et c'est leur droit, hein, comme ils disent. On a le droit de faire ce qu'on veut, donc ils ont le droit de dire de la merde. Bon, à côté de ça, on voit par exemple le président de la Colombie qui envisage la possibilité d'utiliser la blockchain comme registre pour le système de facturation médicale et pour la base de données des propriétés immobilières. Et il réfléchit à des cas d'utilisation de Bitcoin pour l'économie du pays. Donc voilà, c'est sûrement que c'est virtuel, que ça vaut rien et que ça sert à rien, hein. C'est sûrement ça. Ou pas. Et pour terminer, je vous invite à vous poser certaines questions sur ce que vous avez appris pendant ce bear market. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Pensez peut-être à des événements, il y en a eu des marquants. Qu'est-ce que vous allez retenir? Quelles étaient vos erreurs? Forcément, on fait des erreurs. Il faut essayer de ne pas les refaire. Et est-ce que vous avez progressé? Est-ce qu'au cours de ce bear market, vous avez vu que votre façon d'agir a changé? Et peut-être que vous avez pu réaliser de meilleures opérations, une meilleure gestion de vos cryptos, des launchpads, des projets NFT et tout ça. Est-ce que vous êtes mis à mieux comprendre aussi peut-être la technologie, à plus chercher sur les projets? Bon, voilà, faites une sorte de bilan comme ça, et je pense que c'est important. Posez-vous ces questions, ça pourrait vous aider à mieux gérer un éventuel nouveau bull run. Notamment avec peut-être tout cet argent, suite à l'approbation des ETF, etc., etc. On verra que la force soit avec vous. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette émission. Alors c'est le moment de liker si vous êtes sur YouTube, vous abonner, dire ce que vous pensez, commenter, activer les notifications, peut-être venir sur Twitch aussi de temps en temps, comme ça vous êtes là en direct et on peut interagir. Du coup je vais vous laisser, l'émission est terminée, j'espère que vous avez apprécié, et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine et salut à tous.